Tout d'abord, je vais vous rappeler que le traitement conventionnel, reconnu, efficace, classique pour le traitement d'attaque, c'est l'utilisation de corticoïdes et de cyclophosphamide. Alors, cyclophosphamide, l'endoxan, c'est efficace par voie orale, c'est efficace par voie veineuse. Et aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé dans l'utilisation de ce médicament, qui à long terme est considéré comme très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on n'en donne pas beaucoup. On en donne très peu, puisqu'on fait 6 perfusions. Pour ceux qui l'utilisent par voie orale, on en donne 2 mois à 3 mois, donc c'est un traitement rapide. Alors que quand on a commencé à s'occuper des vascularites, même à l'époque on ne parlait pas d'un cas, on traitait les gens avec l'endoxan pendant 2 ans. Et quand on les traitait pendant 2 ans, ils avaient des infections, ils avaient des cancers, ils étaient stériles, il y avait énormément d'inconvénients qui ont quand même beaucoup diminué ou disparu complètement aujourd'hui. Et il faut donner des corticoïdes avec. Et quand on a des formes très agressives, avec notamment, vous voyez, ces poumons blancs, Frédéric vous a montré ça tout à l'heure, c'est-à-dire un saignement, une hémorragie alvéolaire, ou une atteinte rénale rapidement progressive, eh bien, ça c'est une glomérulonéphrite accroissant. Alors même si l'on n'est pas néphrologue, vous voyez en haut à gauche qu'il y a en plein milieu une... c'est celui du dessus. Voilà, on voit très bien qu'il y a ici une effraction capillaire, et puis ici vous voyez le croissant qui est en train progressivement d'étouffer la partie saine du néphron. Alors dans ces cas-là, pour essayer d'obtenir une réversibilité rapide et ne pas aller à ce stade qui est la destruction totale, et là vous mettez tous les traitements que vous voulez, ça ne marchera pas sur le plan rénal, eh bien il faut aller vite, et pour aller vite, on rajoute, comme cela vous a été dit, les échanges plasmatiques. Alors, les échanges plasmatiques, c'est une très vieille histoire, puisque nous on avait déjà fait un essai thérapeutique randomisé qu'on a publié en 1995, on a commencé en 1989. On avait un groupe avec de la cortisone, de l'endoxan, et l'autre groupe cortisone, endoxan, échange plasmatique. Et ce que nous avions montré à l'époque, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie globale des patients. Et ça reste le cas. Les échanges plasmatiques, ça n'améliore pas la survie globale des patients, tout simplement parce que c'est un traitement que l'on donne pendant une courte période initiale. Et ce qui a été montré de façon très efficace récemment, c'est avec ce protocole dont on vous a parlé, c'est l'amélioration, pas de la survie, c'est toujours la même chose, mais par contre vous avez une amélioration de la fonction rénale. Et c'est un objectif essentiel, comme vous l'a rappelé notre collègue néphrologue, ça n'est pas pareil de vivre en dialyse et de vivre sans dialyse. Donc, les échanges plasmatiques, c'est un traitement qu'on donne dans les formes les plus sévères, c'est-à-dire essentiellement rénales, et les hémorragies alvéolaires. Il y a des essais qui montrent que c'est très efficace dans l'atteinte rénale, comme celui-ci. Dans l'hémorragie alvéolaire, on fait pareil, mais il n'y a pas d'essai. Ça fonctionne, et vous préservez votre rein. Alors, quand on traite une maladie de VG, alors il y a un nouvel essai qui est en cours, qui s'appelle Pexiva, c'est un essai mondial, donc vous avez carrément le planisphère. Et cet essai, c'est un... Je ne vais pas vous le détailler parce qu'on l'a fini, mais il a 2 objectifs. Confirmer les résultats, du premier, voir si sur une frange de créatinine, et clairance de la créatinine, c'est une fonction rénale un peu moins abîmée, c'est également utile. Donc le niveau auquel on va intervenir avec les échanges plasmatiques. Et puis, il y a aussi un objectif de réduction de dose de corticoïdes. Ce qui fait que dans ce protocole Pexivas, il y a un tirage au sort sur la dose de corticoïdes. Alors, quand on s'intéresse à la fois aux échanges et à la fois aux corticoïdes, il faut beaucoup de malades pour obtenir la réponse. Et c'est un objectif de 700 malades inclus dans le monde. Et je dois dire que l'objectif est quasiment atteint et peut-être atteint aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, j'avais entendu 650, il y a probablement certains d'entre vous qui participent à cet essai. Nous, on a mis une trentaine de malades en France, essentiellement des services néphrologie, médecine interne et des connexions de ce type qui ont inclus les patients. Donc on aura une réponse
de confirmation, je pense, pour les échanges plasmatiques, et peut-être d'intérêt à donner moins de corticoïdes. Que quand on est patient et que l'on reçoit beaucoup de corticoïdes pendant longtemps, on est finalement souvent assez malade avec la corticothérapie, pas plus qu'avec la maladie, mais ça induit aussi ses propres inconvénients et ses propres maladies. Alors il y a un nouveau point qui sont les biothérapies. Alors, vous savez, les biothérapies, c'est un mauvais terme, maintenant on dirait plutôt des médicaments ciblés. Vous avez vu tout à l'heure Phil le neutrophile et ses petits camarades. Eh bien, l'idée, c'est d'aller cibler le mécanisme au plus près. Et en ciblant ce mécanisme, on va guérir les patients, on va respecter les cellules qu'il y a autour, on va respecter les autres mécanismes de l'immunité, donc on aura moins de toxicité et une efficacité au moins comparable. Alors les biothérapies, je dirais que c'est une histoire qui a mal commencé, puisqu'on a commencé avec... Alors, ce sont des médicaments qui n'ont jamais été faits pour traiter des vascularites. Au départ, par exemple, les anti-TNF, c'est fait pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, ou maintenant la spondylarthrite ankylosante, une maladie rhumatismale articulaire essentiellement, ou pour le rituximab, on l'oublie nous ici dans notre domaine, mais c'est un médicament qui a été mis au point pour traiter des lymphomes, c'est-à-dire des cancers du sang. Donc, et nous on a recueilli ces médicaments en disant on va leur trouver une autre finalité. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a mal commencé, parce qu'on a commencé à se dire, après tout, les anti-TNF, c'est tellement bien dans la polyarthrite rhumatoïde, pourquoi ça ne traiterait pas également les vascularites? Et il y a eu cet essai, avec un tirage au sort, où on a donné de l'étanercept, c'est l'Enbrel, c'est un médicament de la polyarthrite, pour essayer de prévenir les rechutes. Et vous voyez la courbe de gauche, elle se suffit elle-même, et bien ça prévient rien du tout. Ça ne marche pas. Donc on a commencé sur un échec. Et puis fort heureusement, le succès est arrivé après, avec le rituximab. Alors le rituximab, ça ouvre énormément de perspectives. Alors avant de vous donner les résultats avec le rituximab, je voulais vous rappeler que le traitement d'une vascularite, c'est deux époques. La première époque, c'est le traitement d'attaque. On sauve le patient, on le met en rémission. Et ça, cet objectif était déjà obtenu avec l'endoxan. Et dans l'essai que je vais vous montrer d'ailleurs, l'endoxan et le rituximab donnent exactement les mêmes résultats en traitement d'attaque. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de différence? Eh bien, tout simplement parce qu'on est aujourd'hui remarquablement efficace. Quand j'ai commencé à m'occuper de ces vascularites, c'était en 1974. Alors, à l'époque, on avait 90% de mortalité dans ces maladies. Des papiers historiques parus même en 1980 qui montrent des groupes non traités, parce qu'on ne donnait même pas de la cortisone, et les malades mouraient. Et aujourd'hui, vous êtes en train de discuter comment faire mieux que 90% de rémission. Donc on est arrivé tout à fait, on a inversé les courbes. Donc, quand on évalue un traitement d'attaque, on ne cherche pas toujours à faire mieux que le précédent, on cherche au moins à faire aussi bien, et c'est d'autres objectifs qui sont recherchés. Une meilleure tolérance, une meilleure acceptabilité, ne plus venir à l'hôpital, enfin, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et puis la deuxième partie du traitement de la vascularite, c'est l'entretien, c'est-à-dire la prévention de la rechute. En fait, pour tous ceux qui sont ici et qui ont été traités, on va dire que vous avez pris des médicaments pendant quelques semaines pour vous mettre en rémission, et puis après vous prenez un traitement pendant plusieurs mois, voire des dizaines de mois, voire des années, non pas pour traiter votre maladie qui est éteinte, mais pour l'empêcher de revenir. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est ces deux époques. Alors, le rituximab, on l'a testé dans les deux phases. Alors, le premier papier, mais ce n'est pas une actualité très ancienne, hein, c'est 2010 la publication, avec deux essais thérapeutiques publiés dans un grand journal, et qui montrent que le rituximab fait aussi bien que l'endoxan. Alors, je vais vous détailler l'essai américain, parce que c'est le meilleur essai, c'est le mieux fait. Et puis, vous verrez qu'il a des conclusions possibles pour l'entretien également. Donc, on donne des corticoïdes au début, c'est les bolus de méthylprénisolone, de solmédrol.
Ensuite, on fait un bras où on donne l'endoxone. Aux États-Unis, ils utilisent plutôt de l'oral. Donc, ils ont 3 à 6 mois d'endoxone oral, plus de la cortisone. Et dans l'autre bras, on fait 4 injections à une semaine d'intervalle de rituximab. Alors, c'est un traitement d'attaque qui est fixé un peu arbitrairement, qui est le traitement qu'on fait dans les lymphomes. C'est un médicament qui venait des du sang, plus de la cortisone, et pas d'endoxone, bien sûr. Et après, une fois que la rémission est obtenue, ceux qui ont pris du rituximab n'ont plus du tout de traitement, rien. Et ceux qui ont eu de l'endoxone, un traitement classique, c'est-à-dire de l'Imuren. Alors, les premiers résultats publiés, ce sont ceux-ci. C'est les résultats publiés à 6 mois. Et on va les voir. Et on va les voir, mais non pas à 6 mois, on va les regarder à 18 mois. Alors, c'est intéressant de les regarder à 18 mois, puisque, rappelez-vous que le groupe rituximab n'a pas eu de traitement d'entretien. Et ce que vous voyez, c'est que c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez un bras, endoxan, cortisone, puis Immurel, 18 mois, ça fait pareil en termes de rechute que avoir 4 bolus de rituximab et pas de traitement d'entretien. Alors on dit, on choisit ce qui est le moins dangereux et le moins risqué. Mais regardez quand même le chiffre, 18 mois, pratiquement 35%, 40% de rechute. Et là, c'est une donnée essentielle, et tout à l'heure, on vous a expliqué le type d'anticorps. Les malades qui ont un anticorps anti-myéloperoxydase, anti-MPO, c'est le cas des polyangines microscopiques, c'est essentiellement rechute peu, quel que soit le type de traitement, peu. Alors que ceux qui ont les anti-PR3, c'est majoritairement les maladies végénaires, rechute beaucoup. C'est là le groupe de rechuteurs. Donc on sait que c'est ce groupe-là qu'il faut cibler aujourd'hui, et on va y revenir. Mais quand je reviens sur ces courbes, moi je trouve que, et c'est ce que j'ai constaté à l'époque, je trouve qu'avoir plus de 40% de rechute à 1 an et demi, ça n'est pas satisfaisant. Donc la nécessité du traitement d'entretien, on peut toujours dire c'est pareil que l'Immurel. C'est vrai. Mais là, il faut trouver mieux que l'Immurel. Et donc nous avons fait une proposition de tester un traitement d'entretien avec le rituximab. Alors je vais vous donner quelques résultats sur le traitement d'entretien. D'abord aujourd'hui on fait un traitement court par endoxan, j'ai déjà dit. Et puis quand on donne de l'Immurel après, il y en a qui donnent du méthotrexate, eh bien ça donne exactement la même chose, avec pas mal de rechutes, mais que vous donnez de l'Immurel ou du méthotrexate après le traitement d'attaque, il y a toujours autant de rechutes, c'est pareil. Et donc on a fait ce protocole qui s'appelle MENRIT-100, maintien de la rémission avec du rituximab, et qui a été publié donc en 2014. Donc ça c'est des données très fraîches. Alors pour un aspect totalement pratique, le premier protocole fait par les Américains et les Européens sur le rituximab en traitement d'attaque a été aujourd'hui approuvé par les autorités de santé, il est pris en charge, remboursé, et ça c'est fait. Le traitement dont je vous parle aujourd'hui, le traitement d'entretien, pour l'instant, n'est pas encore pris en charge par les autorités de santé. Dans un pays comme la France, où on est assez laxiste, donc on le fait. Je sais qu'ici c'est beaucoup plus difficile, mais les dossiers sont déposés. Le dossier est déposé à l'FDA et il va être parallèlement déposé à l'Agence européenne. Donc on peut penser que dans l'année qui vient, tout ça va se décanter. Mais là, la demande est faite par le laboratoire fabricant le médicament. Donc cet essai MENRIT-100, c'est un essai assez simple. On prend des malades qui sont tous en rémission. Tout le monde est, entre guillemets, guéri de sa maladie. Et on ne teste que la rechute, la probabilité de rechute. Donc, un groupe de patients reçoit l'Immurel, qui est donné pendant 22 mois, et l'autre bras, c'est le rituximab, qui est donné à petite dose, 500 mg, globalement tous les 6 mois. Il y a des petites modalités différentes au début, mais c'est globalement tous les 6 mois. Et on a jugé de l'efficacité après 28 mois, donc un peu plus de 2 ans. Les résultats obtenus, eh bien, c'est que dans le groupe Immurel, on a retrouvé ce que tout le monde a retrouvé avant, et nous-mêmes d'ailleurs, c'est-à-dire il y a à 28 mois, 28% de rechute, ce
ce qui est beaucoup. Et dans le bras rituximab, à 28 mois, il y a 5% de chute. Donc l'efficacité, autant en traitement d'attaque, le rituximab faisait la même chose que l'endoxan en termes d'efficacité, dans le traitement d'entretien, le rituximab fait mieux que l'Imural. Et nettement mieux que l'Imural, avec, je vais pas vous montrer ça, il fait même beaucoup plus baisser les ANCA. Vous voyez, le bras rituximab, il y a plus de 24% des patients qui sont ANCA positifs à 28 mois, contre 60% dans le groupe Imural. Et les effets secondaires, eh bien, c'est très bon. Là, on est... mais c'était bon dans les deux groupes. Vous voyez que c'est 100 malades traités, 115 malades. Il y a quelques décès, mais il y a des décès qui ne sont pas nécessairement dus à la maladie. Un malheureux qui a attrapé le cancer du pancréas, aussi il y a une septicémie qui, elle, est là liée au traitement, mais donc quasiment pas de mortalité. Mais par contre, en termes de prévention de la rechute, vous voyez que ça change. La courbe du bas, c'est l'Imural, la courbe du haut, c'est le rituximab. Mais ce n'est pas fini parce que il y a deux points. D'abord, qu'est-ce qui se passe après 28 mois? Là, le malade n'a plus de traitement du tout. Est-ce qu'il va continuer, celui qui a reçu du rituximab, à être en rémission, et celui qui a eu l'Imural, est-ce qu'il va continuer à chuter? Je vous montrerai les résultats. Parce qu'on vient de terminer l'étude avec 50 groupes. Mais il y avait une autre question. Quand vous allez voir votre médecin, on vous fait mesurer les ANCA assez régulièrement, on regarde le titre. Quand vous voyez qu'ils sont positifs, ça vous angoisse, le médecin, ça l'angoisse aussi, mais globalement, on ne sait pas quoi faire du résultat. On pourrait le mettre dans un tiroir, ça serait peut-être exactement la même chose, puisqu'on dit qu'il ne faut pas adapter le traitement au titre des ANCA, il ne faut même pas adapter le traitement à la présence des ANCA. Et quelqu'un qui va parfaitement bien, qui n'avait plus d'ANCA, les ANCA qui réapparaissent, aujourd'hui, eh bien, on dit, il va peut-être se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et on ne sait pas quand, donc on ne fait rien. Alors on a fait un protocole spécifique qui est à quoi servent les mesures d'ANCA et à quoi servent les CD19 qui sont le marqueur qui permet de voir si il y a toujours une action du rituximab. Alors ce second protocole, il est assez simple, là encore. Le bras du haut, c'est le bras classique du traitement précédent, traitement tous les 6 mois. Et le deuxième bras, c'est un bras à la demande. C'est-à-dire que les malades sont vus tous les 3 mois. Dans les deux bras, ils sont vus tous les 3 mois. Mais là où la décision est importante, dans le premier bras, ils ont leur... on ne regarde pas leurs résultats, on leur donne tous les 6 mois le traitement, c'est terminé comme ça. Et on voit 28 mois. Dans le deuxième bras, on regarde le résultat des ANCA, et on regarde le résultat des CD19. Et dès que ça bouge, on traite. Mais si ça ne bouge pas, on ne traite pas. Il fait qu'il y a des gens qui ont eu qu'un rituximab par an, ou par 18 mois, on a eu. Et voilà, c'est un bras à la demande. On fait quand il y a besoin, et quand il n'y a pas besoin, on ne fait pas. Donc, surveillance armée. Alors, je ne vais pas vous montrer les résultats de ce protocole aujourd'hui, parce qu'on a bouclé la base de données et l'analyse statistique il y a 48 heures. On l'envoie dans Late Breaking Abstract à l'ACR American College lundi. Enfin, lundi, c'est l'ouverture, donc on va l'envoyer dans la semaine. Mais je vais quand même vous donner oralement quelques résultats de cette étude. Il y a à peu près autant de rechutes dans les deux groupes. Mais il se trouve qu'il y a un groupe qui a eu beaucoup moins de rituximab que l'autre, qui est le bras à la demande. Le mauvais côté, c'est que quand la rechute vient, on ne sait pas à quel moment elle vient. Donc, on court parfois un peu après le succès en faisant du bras à la demande. Mais ce qui pourrait se dégager, c'est que, au bout d'un certain temps, on va peut-être continuer par un traitement d'entretien, un peu à la demande, selon certaines sous-catégories de malades. Mais ces sous-catégories de malades, je vais vous en dessiner quelques-unes, mais ce n'est pas encore aussi simple que ça. Mais je vais arriver sur une étude qui, je pense, va vous intéresser beaucoup. C'est qu'est-ce qui se passe avec le premier protocole dont je vous ai présenté. Voilà, vous rappelez la courbe. Plus aucun malade n'est traité. 28 mois de traitement. Qu'est-ce qui se passe quand on est à 5 ans de traitement, à 5 ans sans traitement?
bien vous voyez malheureusement qu'il y a des rechutes aussi dans le bras rituximab. Alors il y a des rechutes dans le bras rituximab, mais c'est la même chose que sur l'autre étude. Ça rechute beaucoup quand on est traité par l'Immurel et que l'on a des antiprotéinase 3, et ça rechute beaucoup moins quand on est traité par le rituximab. Par le rituximab, c'est mieux. Et si vous avez un anticorps ou pas d'anticorps du tout, si vous avez l'antimyéloperoxydase, vous voyez que ça rechute très peu, et voire pratiquement pas. Et donc ça, je crois que c'est un message fondamental. C'est un message fondamental pour nous qui faisons des études thérapeutiques, c'est qu'on ne pourra plus, à l'avenir, traiter de la même façon en protocole ou en protocole des gens qui sont anti-protéinase 3, la majorité des légionnaires, et ceux qui ont des anti-myéloperoxydases, qui sont la majorité des polyangines microscopiques, ou des chevriers-chevaux d'ailleurs. Ces malades-là ne rechutent pas beaucoup. Alors de là à dire, ces gens-là, il faut leur donner un traitement plus court, et aux autres, il faut leur donner un traitement plus long, on n'a pas franchi le pas, mais on est en train de le franchir. On voit très bien qu'on se dirige vers cela. Et c'est d'ailleurs l'idée d'un autre processus. Alors voici la courbe officielle, celle qui sera présentée aux États-Unis, que j'ai eue il y a quelques jours, de Menritsan, le suivi à 60 mois. Alors vous voyez qu'à 60 mois, 5 ans, c'est beaucoup, donc le traitement a été arrêté globalement au bout d'un an et demi. Eh bien, il y a 60% de rechute dans le groupe Immurel, et il y a 40% de rechute dans le groupe rituximab. Et si on applique les sous-catégories dont je viens de vous parler, ces malades qui rechutent, ce sont des antiprotéinases 3, c'est des anti-PR3. Et d'ailleurs, on a regardé quels sont les facteurs qui permettent de prédire cette rechute, parce que on n'a pas ça dans une boule de cristal, donc on essaie de les trouver. Yes. Tu peux lui rabattre son caquet, mais c'est mon mac. Voilà. Ça, c'est pas très clair. Je vais quand même vous le montrer. Voilà, donc, notre suivi. Alors, à partir de ce moment-là, là, c'est un peu plus flou, mais vous voyez aussi que quand on regarde la survie des patients, et ça, c'est quand même un point essentiel. Quand on regarde la survie des patients, elle reste bonne. C'est que le malade qui rechute, ça n'est pas un malade qui meurt, contrairement à ce qu'on voyait autrefois. Et que la mortalité à 5 ans dans cette étude est pratiquement la même que la mortalité à 2 ans. Donc, autrement dit, on rattrape tout le monde. Le malade qui rechute, on le retraite. C'est donc très différent du cancer. On dit, oh là là, il y a une rechute, on n'est pas sûr de s'en tirer aussi bien que la première fois. Là, ça n'est pas vrai. Vous rechutez, on vous retraite, vous êtes de nouveau en rémission et on repart pour un tour. Donc il n'y a quasiment plus de mortalité, sauf quelques formes très graves. Mais ça, il y a aussi l'appendicite qui se perfore, il y a des tas de choses dans la vie qui sont des maladies graves. Mais le terme, regardez, les effets secondaires, EIG, c'est les effets indésirables graves. C'est pareil dans les deux groupes, donc tous ces traitements sont plutôt bien tolérés. Donc le message, c'est qui traiter les anti-PR3, et on a défini un certain nombre de facteurs annonciateurs de la rechute. Quelqu'un qui a des anti-PR3, vous l'avez compris, mais quelqu'un qui a des anti-PR3 toujours présents au bout d'un an, c'est celui-là qui va rechuter un peu plus que les autres. Donc, se débarrasser ou baisser ces anti-PR3, c'est quand même mieux que de les garder. Et nous venons de lancer un 3e protocole dont on a terminé toutes les inclusions. C'est-à-dire qu'on a pris tous les malades du 2e, 160. Alors, il y en a qui n'ont pas voulu participer, donc on aura un peu moins, il y aura 120 malades à peu près, ils sont tous inclus. Où on a retiré au sort et on a donné rien dans un groupe, un placebo en fait. Après, 2 ans de rituximab en tout et rien derrière. Et l'autre groupe, 4 ans de rituximab. C'est-à-dire qu'on a prolongé le rituximab en disant, en rajoutant quelques perfusions, on va prévenir la rechute. Alors ça pose une question beaucoup plus philosophique, c'est que, est-ce que l'on peut guérir un malade avec ces fameuses biothérapies? Moi, je n'en suis pas sûr.
Je pense que le Wegener, il y a des malades qui guérissent, puisqu'il y a 50% des patients qui ne font jamais de poussée de leur vie, donc ça doit exister. Mais est-ce que c'est le traitement par les biothérapies qui va entraîner une guérison définitive? On va regarder le terme de rémission. Ça me paraît encore souhaitable pour le moment. Mais sachez bien que la tendance actuelle, mais qu'on va affiner quand on aura analysé bien tous ces protocoles, c'est que le rituximab, en entretien, c'est largement supérieur à tous les autres médicaments qu'on a jusqu'à présent. C'est incontestable. Deuxièmement, c'est le groupe des anti-PR3 qui en bénéficie le plus, en tout cas pour le traitement prolongé. Et que dans ce groupe à risque des anti-PR3, qui sont toujours anti-PR3 après 1 an, 2 ans, etc., peut-être, mais ça n'est pas encore sûr, que ces malades-là devront avoir des injections supplémentaires. Mais là, on est un peu pour le moment dans le spéculatif. On n'a pas complètement fini les analyses, mais ce qui est important aussi, c'est que l'on est passé d'une maladie un peu monomorphe à en fait des sous-groupes différents. Et que, avec ces protocoles, on voit qu'il faut parfois faire du traitement sur mesure. Et que tout le monde n'a pas la maladie de son voisin, que tout le monde n'évolue pas de la même façon et que le traitement doit être adapté à cela. Alors on a sorti dans la presse médicale, un journal français, mais le papier est dans les 2 langues, il est en anglais et en français. Et on a sorti quelques recommandations qui datent de 2013, que l'on va revoir, je pense, l'année prochaine et l'année suivante. Mais ce que je voulais vous dire en vous montrant cette plaque, c'est tout simplement qu'on a sorti quelques recommandations de bon sens, à la fois pour le traitement d'attaque et pour le traitement d'entretien. Pour le traitement d'entretien, je crois que j'ai fait passer le message. Pour le traitement d'attaque, ne pas oublier quand même l'endoxan, qui est un bon médicament. Et moi, j'aurais, à mon âge, un Wegener avec une atteinte rénale, proliférative. L'endoxan, on sait que c'est un traitement qui a fait ses preuves, qui marche vite et qui marche bien. Je ne sais pas si je ne préférerais pas recevoir de l'endoxan que du rituximab en attaque. A l'inverse, quand vous avez une femme jeune qui veut avoir des enfants, ça ne se discute plus. On ne fait plus d'endoxan, on fait du rituximab en attaque, puisqu'il y en a un qui donne des stérilités et l'autre qui n'en donne pas. Voilà. Et pour la prévention des infections, il faut faire des préventions des infections, que ce soit du rituximab, que ce soit de l'endoxan, car le taux d'infection est le même dans les 2 groupes. Et les gens disant ah oui, l'endoxan c'est très dangereux à cause des infections, et oubliant que le rituximab s'en donne aussi, c'est une erreur. Il faut prendre des précautions également sur le rituximab. Et comme le rituximab agit très très longtemps, 18 mois, 2 ans, j'ai toujours des malades 3 ans après qui n'ont presque pas de gamma-globuline. Et donc il y a un risque infectieux qui persiste très longtemps, plus longtemps d'ailleurs que avec l'endoxan. Donc il y a quelques recommandations qui, à mon avis, sont utiles et qui peuvent servir. Voilà, je crois que ça c'était largement suffisant. Maintenant on peut parler de la maladie avec vos questions. Peut-être juste une dernière dia avant de passer aux questions, parce que donc ici le guide 20 vous a, j'imagine, convaincu par rapport à l'avancée thérapeutique majeure qu'est le rituximab, et donc je vais un petit peu vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme possibilité en Belgique à l'heure actuelle d'accéder à ce traitement, puisque, comme il a dit, en France, je reprends son thème, il a dit on est un peu laxiste, mais on aimerait bien pouvoir être aussi un peu plus laxiste en Belgique. Mais donc, en Belgique, qu'en est-il? Eh bien, les conditions de remboursement, c'est uniquement traitement d'induction. Voilà, traitement d'induction, c'est synonyme de traitement d'attaque. Et donc, le traitement peut être prescrit par différents spécialistes, soit en médecine interne, en néphrologie, en rhumatologie ou encore en pneumologie. Donc, c'est réservé à des patients adultes avec une maladie sévère et active. Enfin, je n'entre pas dans les détails de où on met la barre pour dire que c'est actif et que c'est sévère, mais donc c'est pas... Enfin, voilà, quelqu'un qui aurait simplement une atteinte ORL isolée ne serait pas un candidat pour recevoir ce traitement.
Et il faut présenter une des conditions suivantes, une des trois conditions suivantes. Donc, soit avoir une forme réfractaire au traitement d'induction par cyclophosphamide. Donc, on a essayé du cyclophosphamide, ça ne fonctionne pas, on peut passer au rituximab. On a une petite marge de manœuvre puisque le législateur belge, puisque tout ça est publié, comme vous voyez, au moniteur belge, ne dit pas à partir de quand on considère qu'on est réfractaire. Alors, le cas de figure où on va être le plus amené à le prescrire, c'est en cas de rechute après une rémission qui a été obtenue par un premier traitement par cyclophosphamide. Enfin, la troisième condition, et le professeur Guillemin y a déjà fait allusion, c'est le cas particulier de la femme jeune en âge de procréer qui désire avoir un enfant. Et bien entendu, on va admettre qu'il s'agit d'une contre-indication au cyclophosphamide puisqu'il y a un risque de stérilité. Alors, le remboursement a été disponible à partir, je pense, du 1er juin 2014. Et comme l'INAMI est très vigilante pour contenir les dépenses, c'est légitime, ils ont demandé à la firme Roche une révision à 18 mois pour voir un petit peu ce qu'on faisait, si on n'exagérait pas. Et donc le volume de prescription après 18 mois, sous réserve que cette enquête était liée à la bonne collaboration, au bon vouloir des médecins prescripteurs et des pharmacies hospitalières, nous révèle que 79 patients ont été traités en Belgique sur l'espace de 18 mois, 41 en Flandre et 38 en Wallonie-Bruxelles, région Bruxelles-Capitale et Wallonie, et enfin plus de la moitié ont été traités dans des hôpitaux académiques. Donc voilà, je vais en finir avant qu'on passe aux questions. Et donc, je voulais quand même, parce que je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, avant de lui céder la parole, mais je ne doute pas que... Enfin, j'ai un doute qu'il y a encore quelqu'un qui doute de la qualité de l'orateur qu'on a écouté. Et donc, le Guillemin, il représente une longue expérience dans le domaine des vascularites, puisque le groupe français d'études des vascularites qu'il préside a été créé au début des années 80. Et vous voyez qu'il ne se repose pas sur ses lauriers, puisque vous avez eu la chance d'entendre des informations qui ne sont pas divulguées encore à la majorité de la communauté médicale, et qui ne le seront, si j'entends bien, au congrès américain de rhumatologie à la prochaine semaine. Voilà. Moi, je vais rester debout si je peux passer le micro. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, prend la parole, si vous souhaitez le micro ou parler de là-haut. Je vais poser juste une question, parce qu'on parle toujours du traitement, mais est-ce qu'on étudie les causes et qu'est-ce qui déclenche les maladies en fait, auto-immunitaires ou autres, voilà, ce qui est appelé dans ce pamphlet en tout cas. Tu réponds à ça. Vas-y. Tu compléteras. Ben, écoutez, dans le petit film, vous avez déjà vu qu'il y avait un personnage très agressif avec des picots un petit peu partout, qui était un microbe, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Donc, il faut concevoir ces maladies comme la mauvaise rencontre d'un autre, vous, qui a un système immunitaire particulier réceptif, un environnement, et puis un microbe qui passe par là. Et puis c'est cette mauvaise rencontre qui, dans certaines circonstances, a déclenché la maladie. Et en ce qui concerne les microbes, bon, on n'a pas évoqué ce point-là. Le staphylocoque doré et reste encore, il est peut-être un peu moins à la mode maintenant qu'il n'était avant, qui était un agent supposé infectieux, supposé être un élément soit entretenant, soit déclenchant. C'est toujours pas facile à dire quelle est la poule et quel est l'œuf, puisque dans des milieux qui sont des milieux, comme on nous a montré dans les images ORL, propices à la surinfection, est-ce qu'il vient après ou est-ce qu'il vient avant? Et d'ailleurs, il y a eu des essais thérapeutiques qui étaient de désinfecter le nez avec des antistaphylocoxiques pour éviter notamment des récidives de la maladie, et des traitements, notamment avec le Bactrim, qui étaient donnés non pas tellement comme
comme agent immunosuppresseur, immunomodulateur, mais aussi avec une arrière-pensée qui pouvait éventuellement contribuer à éviter que des infections viennent répéter les poussées de la maladie. Oui, un complément? Non, je ne vais pas dire grand-chose de plus. Moi, je crois que toutes les vascularites sont moins infectieuses, d'origine infectieuse. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'en donnant un antibiotique, on va traiter la maladie. Parce que ça, c'est une théorie qui est développée dans énormément de maladies, y compris dans les coronarites. On dit qu'il y a probablement des agents infectieux au départ. Dermatose. Voilà, dermatose, beaucoup de choses. C'est qu'il y a un agent infectieux à un moment qui serait le vecteur inducteur, et ensuite, même si le germe n'est plus là, la maladie vit sa vie. Et ce qui fait que traiter la cause n'est pas toujours simple. Mais il y a au moins 2 vascularites qui sont clairement identifiées comme étant dues à des infections, qui sont d'abord la périartérite noueuse, dont un grand nombre de patients étaient dus au virus de l'hépatite B. La vaccination, l'hygiène, tout ça fait que cette maladie a disparu, et elle a disparu en même temps qu'on a fait disparaître le virus, enfin, il n'a pas disparu, mais il est moins fréquent. Et la deuxième, c'est la cryoglobulinémie due au virus de l'hépatite C, qui est une autre vascularite, pas très fréquente, mais quand même significative. Et aujourd'hui, avec le traitement antiviral de l'hépatite C, ce qui guérit les gens dans 95% des cas, on voit cette vascularite disparaître. Donc, la piste infectieuse reste une bonne piste. On va en trouver d'autres, je pense. Mais il y en a peut-être d'autres, il y a le terrain. Le terrain, il ne faut pas oublier, ça quand même. Oui, non, c'était de ça que je voulais parler. Donc, au niveau du terrain, il y a la génétique de l'individu qui va le rendre plus susceptible, quand il fait cette mauvaise rencontre, à développer cette maladie. Et il y a eu des études de grande qualité où on analyse en fait au niveau du génome des gènes de prédisposition. Et on a pu démontrer, sans entrer dans les détails, que certains gènes étaient montrés comme prédisposants à la maladie. Ouais. Et ce qu'on dit pour cette maladie dont on s'occupe, c'est vraiment vrai pour toutes les maladies.